Radio Okapi, Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi. Eh bien, comment évolue le programme d'électrification rurale d'Anser? Anser, c'est l'Agence nationale d'électrification rurale. On en parle aujourd'hui dans cette émission avec nos deux invités. Nous avons dans ce studio l'ingénieur Damien Twambilangana. Il est le directeur général adjoint à Anser. Monsieur l'ingénieur Damien Twambilangana, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Nous avons également dans ce studio Monsieur Papi Onokoko, directeur technique à l'Anser. Monsieur Papi Onokoko, bonjour. Bonjour, monsieur. Pour participer à cette émission, composez le 099 706 99 41. Le standard est déjà ouvert. Laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Toute l'équipe est en place. Jean-Claude Tiala sur la mise en onde. Tati Mapuku est à la coordination et à la réalisation. Jody Daniel Kachama au micro. Excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Bien. Eh bien, nous allons aborder notre deuxième thème de ce jour. Nous allons parler du programme Anser. Eh bien, en RDC, l'accès à l'électricité est encore trop faible, surtout dans les zones rurales, selon nos sources. Le pourcentage des personnes qui bénéficient du courant est estimé à moins de 1%. Alors, cela constitue un frein énorme au développement des entités territoriales décentralisées. Alors, pour augmenter les taux d'accès à l'électricité dans l'arrière-pays, le gouvernement a mis en place l'Agence nationale de l'électrification rurale, Anser, avec pour mission d'installer des centrales photovoltaïques et des micro-centrales hydroélectriques à travers le pays. Alors, comment évolue ce projet? Comment évoluent toutes ces installations? Eh bien, on aura tout à l'heure des informations avec nos invités. Nous commençons avec le directeur général adjoint d'Anser, l'ingénieur Damien Twambilangana. Encore une fois, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette émission Okapi Service. Alors, dites-nous, monsieur le DG, comment évolue le programme d'Anser, l'installation des centrales à travers le pays? Non, ça évolue selon la planification qu'on s'est faite. Donc, je crois que pendant l'émission, on va évoquer évidemment les avancées, les différentes contraintes. C'est comme on avait dit l'autre fois, la première chose au niveau d'Anser, c'est la planification. Donc on a planifié la stratégie d'électrification des 145 territoires de l'ensemble de la République au niveau des zones rurales et périurbaines, et nous nous en sommes sortis avec plus de 970 projets, et cette liste continue à se mettre à jour. Nous avons mis en place ce que nous appelons les plans locaux d'électrification, c'est-à-dire la stratégie d'électrification territoire par territoire, et de ces plans locaux, nous avons plus de 970 projets. Nous avons mis en place ce que nous appelons le programme d'investissement prioritaire avec plus de 260 projets, et aujourd'hui nous avons une cinquantaine de chantiers issus de ce programme d'investissement prioritaire. Voilà. Cinquantaine des chantiers sur les 970 projets. Voilà, exact. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, effectivement, parce qu'il y a des contraintes, on va revenir sur ça. Aujourd'hui, particulièrement les contraintes financières. Vous savez, nous avons reçu, c'est la dotation de l'État. C'est l'État, le ministère des Finances qui nous dote en moyens financiers pour mettre en marche notre politique. Mais en même temps, donc le pays, le taux d'électrification, c'est moins de 20% de la globalité, mais dans les zones rurales et périurbaines, c'est plus ou moins 1%. Nous avons la responsabilité d'ici 2025 d'atteindre 30% dans ces zones-là, et d'ici 2030 d'atteindre 50%. Mais cela doit aussi corroborer au budget que l'État congolais devrait disponibiliser par rapport à cette ambition. En fait. Les moyens qu'on vous donne ne vous permettent pas de réaliser rapidement vos assignations? Les moyens qu'on a reçus jusque-là nous ont aidés, évidemment, à mettre la planification en marche, à pouvoir entamer déjà un certain nombre de projets. C'est ainsi que je vous parle de 50 chantiers qui sont en cours. Par rapport à ce qui était attendu aujourd'hui, nous avons reçu à peine 28%. De ce qui était censé être mis à la disposition. Mais là, je saisis, je vous donne même des chiffres. Cette année passée, le montant global, c'était plus ou moins 23 millions de dollars. Mais vous savez, je fais tout de suite une comparaison avec deux pays. Si lesquels vous regardez par exemple le Sénégal, leur budget pour l'énergie a atteint 513 millions de dollars. Le Sénégal qui aujourd'hui a un taux d'électrification qui dépasse les 80%, mais le Sénégal qui n'a pas nécessairement les mêmes ressources que nous.
Si vous prenez la Côte d'Ivoire, dont le taux d'électrification est plus ou moins la même chose, plus de 80%, le budget dans le secteur est plus ou moins de 213 millions. C'est 10 fois, 20 fois plus que ce que nous avons. Et voilà, et cela justifie d'ailleurs le fait qu'ils ont un taux d'électrification 10 fois mieux que nous. Donc la contrainte, aujourd'hui, la contrainte financière doit être mise en évidence pour pouvoir atteindre les objectifs que je viens d'évoquer. D'accord. Monsieur Papi Onokoko, vous êtes directeur technique. Alors, CER, parlez-nous d'un ou deux projets en cours d'exécution actuellement. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je vais parler du projet Camonia. Le projet Camonia a deux centrales, deux microcentrales, parce que c'est un projet de 300 kW crête. Mais on a désagrégé une centrale à Chikapa et une autre centrale à Camonia, où on a 150 kW, 150 kW. Mais les deux centrales sont finies. On est à 98% d'état d'avancement du projet. Okay. Donc il ne reste que de réaliser la réception provisoire et aussi de recruter l'exploitant qui va le gérer, et nous passons C'est quoi, ce sont des panneaux Non, c'est une microcentrale photovoltaïque. C'est une microcentrale photovoltaïque. C'est quoi une microcentrale photovoltaïque? C'est une microcentrale photovoltaïque. En fait, c'est la source d'énergie, c'est les solaires, c'est les rayonnements solaires. Okay. À partir des rayonnements solaires, on a un champ solaire, et les champs solaires, ce sont des cellules qui arrivent à capter ces rayonnements solaires et les transforment en énergie électrique via des régulateurs et des convertisseurs électriques. Donc là, vous n'avez pas besoin des panneaux, tout ça. Je parlais des champs solaires qui sont des panneaux. Ah, d'accord. Oui, qui sont des panneaux. On arrive à avoir la tension continue qu'on transforme en tension alternative. Parce que la tension qu'on utilise dans le ménage, c'est la tension alternative. Donc on a des batteries aussi pour servir de stockage, pour avoir l'énergie 24 heures sur 24. Donc à ce jour, on a déjà connecté quelques ménages pilotes à Camonia et à Chikapa, et nous sommes en train de suivre les rendements de la centrale avec de petits réglages à apporter. Et je crois que d'ici une semaine ou 2 semaines, on va réaliser la réception provisoire et pouvoir passer la main à l'exploitant. Et combien de personnes, on estime à combien le nombre de personnes qui seront desservies dans cette contrée-là, dans cette région-là? Ok, il faut noter déjà que Camonia ou Chikapa, les territoires en soi, le territoire est énorme. Donc le projet que nous faisons ne peut pas résoudre les problèmes de tous les territoires en une fois. Donc nous venons avec des projets, ça c'est une stratégie de l'État qui subventionne la partie investissement avec une petite capacité de centrales à installer, et l'exploitant qui va récupérer ces centrales aura la mission de pouvoir augmenter la capacité, selon que la demande va augmenter. Mais pour ce que nous avons mis en place, on a visé 1500 ménages, pour ce que nous on a mis en place. Ouais. Et comment les gens seront connectés? Comment se fera la connexion, la distribution de l'énergie? Ok, il faut noter déjà que par rapport à cette première phase, nous avions tenu compte de la production, les réseaux de distribution et même les branchements de ménages pour les 1500. C'est-à-dire que les ménages seront raccordés via un compteur après paiement. Parce qu'on s'est dit déjà que on connaît, nous qui sommes dans le milieu urbain, on a connu des pratiques où on avait des compteurs qui n'étaient pas après paiement, et il y avait toujours des pratiques frauduleuses qui ne pouvaient pas arranger déjà, je dirais, notre partenaire, la SNEL, qui est dans la ville. Trop de raccordements frauduleux. Voilà. Et maintenant, nous, ce qu'on a trouvé comme option, parce qu'on est dans les milieux ruraux, il fallait déjà que nous puissions les inculquer avec, je dirais, une stratégie qu'eux, ils vont trouver très intéressante, parce qu'ils utilisent déjà de téléphones mobiles qui les permettent à pouvoir utiliser de crédits des téléphones, et quand ils n'en ont pas, ils achètent pour pouvoir utiliser soit les mégas, soit passer avec les téléphones, passer les appels. Donc pour nous, avec le compteur après paiement, ça permettra qu'ils puissent se connecter aisément. Et ils pourront en bénéficier de l'électricité 24 heures sur 24. Je confirme que c'est 24 heures sur 24, mais ils doivent savoir aussi que c'est un produit marchand, c'est pas gratuit. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, l'exploitant normalement doit pouvoir les commercialiser pour que nous puissions rentabiliser les projets et surtout assurer la pérennisation de ces projets. Et comment se fera la sélection de celui qui va exploiter?
voilà, les recrutements, parce que la loi a prévu, les législateurs avaient déjà mis en place les stratégies pour pouvoir assurer les recrutements des exploitants, et ça se passe auprès du régulateur, c'est-à-dire l'ARE. C'est l'ARE qui assure les recrutements des exploitants. On travaille il y a une commission qu'on a mis en place pour pouvoir essayer d'avancer très rapidement avec et nous et l'ARE ainsi que la DGSMP. Ça c'est parce que c'est les trésors publics qui financent cet investissement, donc les recrutements doivent passer par la DGSMP. Donc Camonia, Chikapa, c'est très bientôt, donc vous estimez dans combien de temps toute la population pourra être servie? 1500, vous parlez de 1500 ménages voilà. Au total. Merci pour cette précision parce qu'on ne parle pas de toute la population. De toute la population, Vous avez oui. apporté déjà cette incise pour éviter ça peut être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Est-ce qu'on peut... Il y a déjà des ménages pilotes qui sont connectés. Oui. On parlera il y a des écoles qui sont connectées. Il y a je crois que les ménages qui sont tout proches des centrales, qui sont connectés, c'est une vingtaine qu'on a connectés. C'était d'abord pour pouvoir régler les équipements, mais plus ou moins 1 à 2 mois. Voilà. On va accueillir les auditeurs qui appellent déjà pour participer à cette émission. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Godé, vous êtes à Kikwit et Malonga de Kinshasa. Ismaël Mompoi, bonjour. Bonjour, je dis Daniel Kacham. Bonjour à tous les deux invités. Quelle est votre préoccupation? Oui, ma première préoccupation était celle de savoir qu'est-ce qui peut rassurer que le milieu rural pourrait avoir du courant électrique. Bon, à force que, comme un doute qui plane au-dedans de moi, on est que le milieu urbain n'ont pas encore eu du courant. Et par rapport au budget alloué à ces services, chaque année, je pense, ou à tous les gouvernements qui ont succédé, on dotait ces budgets-là. Mais qu'est-ce que la SNEL faisait avec le budget là pour améliorer les services? Oui, Ismaël, ici, il ne s'agit pas de la SNEL. Hein. Nous parlons de l'envance. Oui, c'est là que je pouvais arriver là pour demander un peu la différence entre la SNEL et ce qu'ils sont en train de faire comme ils sont au studio. Maintenant, comme ils ont dit, Camonia et l'autre là où ils ont dit là. Mais à part ces 2 milliers dont ils ont cité là, quel autre millier rural qui sont déjà connectés au courant, et par rapport à ce qu'ils sont en train de faire comme le projet du courant au milieu rural, ils sont à quel niveau? Et quels sont d'autres centrales qui sont en train d'instaurer ou d'installer pour qu'on puisse desservir les gens? Et combien d'années qui sont commencés à exercer leur service? Merci Ismaël Mompoi de Lubumbashi. Godé, vous êtes à Kikwit. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, c'est Godé Kidjongo depuis la ville de Kikwit. Bonjour aux deux invités. Vraiment, laissez-moi vous dire, monsieur l'invité, vraiment, vous venez de réciter 1% dans des millions rurales. Mais laissez-moi vous dire, nous, dans la ville de Kikwit, c'est 0%. C'est dit à quoi? On nous a promis Kakobola. Je voulais un peu demander à Acer, est-ce que les projets de Kakobola les concernent aussi ou pas? Et si ça les concerne, pourquoi tous ces mensonges? Pourquoi tous ces retardements? Pourquoi tout ça? À l'époque, vers les années 2023, le 15 décembre, le président Tshisekedi était ici vers les campagnes. Mais on a essayé même d'alimenter par un moteur électrique, plongé quelque part dans la Kikwit. C'était alimenté seulement pendant... D'accord, merci beaucoup. D'accord, on a compris votre préoccupation. Pourquoi Kikwit, voilà, il y a pas de courant jusqu'à ces jours. Le projet Kakobola, ça marche toujours pas. Il veut voir clair par rapport à tout cela. Malonga, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Oui, bonjour Jody et bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au projet, au programme d'électrification rurale d'Anser? Ok, merci. Première question, je vais demander, est-ce que ce programme est reconnu par le ministère du Développement rural? Puisque c'est ce ministère qui doit vraiment fournir ce système-là. Alors, comme vous nous avez séparé que ce n'est pas le cas de la SNEL, mais comme il y a la production aussi de la SNEL, nous devons aussi palper du cas de la SNEL. Raison pour laquelle moi je me demande ici. En tout cas, oui, la population congolaise
est devenu vraiment marchepied de tous ceux qui veulent manager dans ce pays pour récupérer en tout cas son argent. Je m'excuse pour les propriétaires de ce projet. Non, mais c'est l'État. Le projet en serre, c'est un projet de l'État congolais pour fournir l'électricité. C'est de l'État congolais. Oui. Parce que je fais cela, je les accuse souvent. Mais confrère vient de dire que c'est chaque fois, c'est cette chanson. Et on va faire ceci, on va faire ceci. Mais si on programme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Raison pour laquelle la population congolaise n'a plus encore confiance avec son État. Mais les invités viennent de dire qu'il y a déjà des projets qui sont en cours et en cours d'exécution. Mais en cours d'exécution, en tout cas, je dis, oui, vous faites votre travail pour défendre. Mais en réalité, si nous faisons vraiment un recensement strict depuis qu'on avait planifié cette situation d'électricité en milieu rural, en tout cas, il n'y a aucun résultat vraiment escompté. Il n'y a aucun résultat. D'accord, les invités. Même un contrôle, même une investigation, et on laisse comme ça, on bouffe cet argent, et puis ça va se renouveler encore dans une autre année, et ça vient comme un marché, un champ de ceux-là. Merci, Monsieur Malonga. Les invités sont là et ils vont répondre à vos préoccupations. Ingénieur Damien Tombilangana, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, mon frère. Et moi, je suis très habitué à écouter nos compatriotes. Moi, avant de devenir DGA en serre, j'étais d'abord coordonnateur du pôle Grand Kassai, c'est-à-dire en serre est réparti en plusieurs poules, selon les zones géographiques. Et dans chaque poule, nous avons toute une administration avec les coordonnateurs. Donc, j'ai passé plusieurs temps dans les zones rurales, donc je connais bien de quoi il s'agit et je comprends aussi parfaitement les assentiments de nos amis. Je commence très rapidement à répondre à certaines questions. Les autres, le DT pourrait me compléter. La première question de M. Ismaël, c'était de savoir qu'est-ce qui peut nous rassurer que le milieu rural aura de l'électricité alors qu'au niveau urbain, il y a des déficits. Voilà, donc mais nous pensons que chacun devrait faire son travail. En serre, son boulot, c'est essentiellement les zones rurales et périurbaines. Aujourd'hui, les zones urbaines, le taux d'électrification, c'est plus ou moins 35-40%. Si vous prenez Kinshasa, ou vous prenez le Katanga, Lubumbashi et tout ça, le taux d'électrification est un peu plus élevé. Mais si nous retournons dans les provinces, même dans les villes, vous allez dans une ville comme Mbuji-Mayi, vous n'avez pas... Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas, vous dépassez pas les 2%. Donc ici, notre mission, c'est se focaliser sur les zones rurales et périurbaines où 80% de nos populations résident et où nous avons toute une politique pour ces zones-là. Où d'ailleurs, nous avons... Chaque fois qu'on parle des zones minières, c'est dans ces zones-là, toute notre production agricole provient de ces zones-là. Donc, notre mission, c'est ces zones. Maintenant, il y a les zones urbaines qui sont aussi reprises en charge par d'autres entités, comme la SNEL, par exemple. Je viens à ce niveau-là de faire aussi la différence entre Anser et la SNEL. Anser, c'est un établissement public, qui reçoit l'argent de l'État, en dehors évidemment de la stratégie avec le secteur privé qui vient aussi s'implanter dans les marchés, mais nous recevons l'argent de l'État pour pouvoir non seulement planifier, mais mettre en œuvre cette planification en construisant des centrales solaires et hydroélectriques, faire le soutirage, aujourd'hui on pense même au biogaz, en prenant en compte les réalités de chaque entité. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons des plans locaux d'électrification, c'était notre mission. Nous savons comment électrifier territoire par territoire selon la planification et la politique de l'État. La SNEL, c'est une entreprise, comme toute autre entreprise, bien que l'État est majoritaire dans le capital de la SNEL, mais depuis la libéralisation, la SNEL n'a plus le monopole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous encourageons des sociétés privées. D'ailleurs, quand on construit une centrale, le DT en a parlé tout à l'heure, nous faisons une sorte de délégation des services à une structure privée pour la gestion, dont la SNEL, c'est une entreprise. Comme toute autre entreprise d'ailleurs, qui a aussi besoin de notre accompagnement dans certains projets. Aujourd'hui, il y a un cadre de collaboration avec la SNEL. D'ailleurs, vous avez parlé juste des centrales solaires et des centrales hydroélectriques, mais aujourd'hui, nous faisons aussi du soutirage. C'est quoi le soutirage? Le soutirage, c'est lorsque, par exemple, il y a une ligne de la SNEL qui part de Boulungu jusque Bagata, par exemple, et nous, on se dit qu'on va électrifier la zone intermédiaire entre les deux points. On va sur cette ligne-là, lorsqu'il y a une cabine, on soutire. On soutire l'électricité sur la ligne pour desservir la zone située entre
2 points, par exemple. Et cela, on l'a fait avec la SNEL au niveau d'une Brasserie. C'est déjà fait parce que tout à l'heure, le DT n'a pas poursuivi la liste des projets. Il avait commencé avec Ammonia, mais il allait continuer avec Njili Brasserie. Hein, on a terminé. Et c'est le soutirage qu'on a réalisé là-bas. Ambataké, là, c'est aussi le soutirage. Donc, c'est plus ou moins ça. Donc, la SNEL, on a un cadre de collaboration. Nous l'accompagnons. Et aujourd'hui, partout où la SNEL a des lignes et où il est possible de soutirer et alimenter les zones rurales, nous essayons de faire avec elle. Alors, deuxième question, où est-ce qu'on a encore connecté, à quel niveau, quels autres? Mais je viens de citer, on a une 50aine de chantiers. Et aujourd'hui, on a plus ou moins 6 projets qui sont terminés. Le DT reviendra sur ça. Donc, nous avons Camonia, en fait, qui est 2 centrales. D'ailleurs, lorsque le DT vous parlait de 1500 ménages, c'est parce qu'il considérait Camonia en 2 entités, et c'est une entité qui fait les 1500 ménages, mais le projet, dans sa globalité, atteint 4500 ménages, plus ou moins. Okay. Donc, voilà. Et puis, vous avez Lusambo, nous sommes dans le Sankourou. Lusambo, où le chantier est en cours, mais déjà au niveau de Wembonyama, la centrale est terminée, il y a un hôpital qui est connecté, et nous avons aujourd'hui au niveau de Miabi, nous avons tiré une ligne à partir de la centrale de Movo pour pouvoir desservir Miabi et Boya. Et puis, il y a une centrale qui est encore terminée, c'est au niveau de Ipamu Bongaya, c'est dans le Grand Bandundu. Donc, il y en a un certain nombre de centrales. On les invite vivement à visiter notre site internet, www.anser.gouv.cd, où ils auront les détails de tout ça, parce qu'on ne sait pas citer les projets sur place. Une autre question, c'est depuis quand nous existons? Nous, on existe on est activé depuis 2021, mais l'ANSER a été créé depuis 2016, mais c'est le président Tshisekedi qui l'a activé en 2021, donc ça fait plus ou moins 3 ans et demi qu'on existe, et c'est pendant cette période qu'on a fait tout ce qu'on dit là, c'est-à-dire la planification et tous les projets qui sont en cours. Donc il n'y a pas longtemps qu'on existe, mais on a déjà ces résultats, et si nous arrivons aujourd'hui à régler notre problème financier, je pense que nous serons très très efficaces pour le reste. Pour ce qui concerne Kakobo, là, le DT va y revenir avec beaucoup plus des détails. Monsieur Malonga pose la question de savoir est-ce que ce programme est reconnu par le ministère du Développement Rural. Voilà, mais je lui réponds tout de suite que le ministère du Développement Rural fait partie de notre conseil d'administration. C'est-à-dire nous avons un délégué du ministère du Développement Rural dans le conseil d'administration de l'ANSER. Et puis au-delà de ça, nous avons un projet sur notre liste, le projet de Luvungi Katogota, qui est aussi un soutirage dans la zone, sur la ligne SNEL, mais c'est un projet qui est dont le premier financement a été réalisé par le ministère du Développement Rural. Donc nous travaillons ensemble, ça c'est pour répondre à cette question, et pour terminer, il posait aussi la question sur le lien avec la SNEL, je viens déjà de donner des réponses, et puis il s'est beaucoup plaint en disant qu'il n'y a aucun résultat. C'est pour cela que nous venons à la radio Okapi, c'est pour communiquer aussi, c'est pour donner des informations. Dès qu'il n'y a pas de résultat et que vous allez bouffer l'argent, et puis il n'y a rien. Oui, mais le verbe bouffer l'argent, ça c'est très fréquent dans les milieux des Congolais, mais nous on bouffe pas l'argent. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer avec détail, par exemple, comment ça se passe le financement. Vous savez, nous avons reçu, tout à l'heure je vous disais que le taux le taux, en tout cas du financement, n'a pas dépassé les 28%, donc nous avons reçu jusque-là plus ou moins 23 millions de dollars du ministère de l'énergie, et c'est ça qui justifie les 50 chantiers dans lesquels nous travaillons. Mais je vais dire que pour que nous puissions décaisser cet argent, c'est un compte spécial qui est créé, et chaque décaissement est soumis à un anneau du ministre de l'énergie, du ministre des Finances. Un anneau, c'est un avis de non-objection, c'est-à-dire lorsqu'on doit engager, il faut qu'on ait une autorisation en fait du ministre. Et vous savez, même il y a toute une procédure de décaissement. Toute une procédure de décaissement, et voilà, ce qui fait que tout ce qui est investissement va dans l'investissement. Je laisse le DT parler de Kakobola éventuellement. D'accord. Monsieur Onokoko, à vous la parole. Merci beaucoup. Je crois que l'effet d'écouter les auditeurs, moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et je comprends le besoin ou la nécessité de répondre aux responsabilités qu'on nous assigne. Et quand je vais juste peut-être compléter un élément à ce que le DG venait de dire, il faudrait que la population comprenne la différence entre la SNEL et l'ANSER. La SNEL est un opérateur. L'ANSER n'est pas un opérateur. L'ANSER est là pour définir la planification, la stratégie d'électrification, ce qui a été déjà fait,
Et vous allez comprendre même que au jour d'aujourd'hui, la meilleure solution serait de pouvoir déployer les réseaux nationaux pour aller desservir le dernier ménage qui serait au bout de la ligne. Mais quand vous imaginez, avec la superficie de la RDC, déployer un réseau national, c'est plusieurs milliers de milliards de dollars. Oui, c'est énorme. Donc, c'est énorme. On peut pas commencer là-bas. Donc, pour nous, la stratégie, c'était de commencer avec des centrales qui sont isolées, des réseaux isolés, avec des kits solaires, avec l'éclairage public, et jusqu'à déployer des réseaux régionaux qui, en fait, seront l'interconnexion des mini-réseaux ou des réseaux isolés dans différentes provinces et territoires, et au final, les interconnecter pour arriver à avoir un réseau national. Donc, c'est comme ça que le DG disait tout à l'heure, on a fait une planification avec plus de 1000 projets, qui fait que on a une enveloppe estimée à 7,3 milliards de dollars pour atteindre le taux de 50% dont on parle. Mais on savait qu'on n'est pas le seul secteur bénéficiaire, même si aujourd'hui on le sait. On n'a pas cette enveloppe. Non, on n'a pas ça. Ah, vous n'avez pas Non, je dis ceci. On a estimé l'enveloppe à 7,3 milliards de dollars. D'accord. Pour 2,3 gigawatts à pouvoir implémenter pour atteindre 50% des taux d'accès à l'électricité. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on n'aura pas cet argent, on a essayé de faire d'une manière séquentielle. On a dit, OK, ressortons de là 270 projets avec une enveloppe de 750 millions. Et même là, on n'a pas eu ces moyens. Et pourquoi les moyens ne viennent pas tout de suite? Donc, déjà, vous avez même promis de parler déjà des investissements. Oui. C'est ça la première barrière qu'on a. Donc, c'est comme ça qu'on a estimé avoir une cinquantaine de projets avec 85 millions de dollars où on a un taux de décaissement à 28%. Donc, vous imaginez que les attentes de la population, parce qu'il faut résoudre les problèmes des inégalités spatiales et sociales au jour d'aujourd'hui. Oui. Parce que c'est ça les freins. Il y a un problème des infrastructures dans les milieux ruraux. Et on ne sait même pas y arriver. Parce qu'aujourd'hui, vous les voyez avec le PDL, on est en train de faire les écoles, on fait les bâtiments administratifs du territoire, on est en train de faire le marché. Donc, on est en train de tout faire, mais vous remarquerez que le volet électrification n'avait jamais commencé du côté PDL 145 territoires. Or, avec ce qu'on s'est fait, qui a déjà la planification, on a démontré qu'on est à même de pouvoir avancer et donner la solution. Donc, je voulais maintenant revenir sur le Kakobola. La centrale de Kakobola le projet a été mené par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Et le projet est déjà arrivé à la fin parce que la centrale a été déjà construite et déjà finie complètement. Il ne restait que les réseaux électriques. Les réseaux électriques est aussi déployés. Les réseaux électriques est déployé, mais il est presque à la finalisation. Pourquoi? Parce que il y a des matériaux qui devaient venir de l'Inde et ces matériaux avaient pris du temps, mais c'est arrivé. Mais il faudrait que la population patiente un peu. Il posait la question si nous, on est concernés. Oui, parce que c'est les milieux ruraux. Donc nous, on va utiliser ces réseaux pour pouvoir faire l'extension, le soutirage, afin d'aller desservir encore la communauté qui seront plus proches de ces réseaux. Bien, parlez-nous par exemple du projet de soutirage. Je crois Angie, le DG a parlé de... C'est la ligne de la SNEL, la ligne Kimbatseke. C'est la ligne Kimbatseke. Et là, il y avait une capacité qu'on pouvait soutirer sur cette ligne-là de 2,5 mégawatts. Et on a fait les études au préalable avec la SNEL, certifiée par la SNEL, et on a recruté un entrepreneur pour pouvoir réaliser ce projet. Et quand vous soutirez comme ça, il n'y aura pas de déficit par rapport à l'énergie qui était calculée, qui devait arriver quelque part? Tout à l'heure, je disais qu'il y avait un gap de 2,5 mégawatts. Oui. Et ce gap-là, c'est ce qui est utilisé. Donc, on ne vient pas créer une surcharge, mais on vient utiliser ce qui était comme gap. Donc, on pouvait utiliser pour desservir la communauté qui est restée. Il faut souligner cela. Njili Brasserie, c'est resté depuis 1960 sans électricité. C'est la périphérie de Kinshasa. Depuis 1960. Vous pouvez aller vérifier. C'est incroyable, ça. Voilà. Mais c'est la périphérie de Kinshasa. Donc, la solution qu'on apporte, même les jours où on a déployé l'éclairage public, il fallait voir la joie de la communauté. Ouais, j'imagine. Il fallait voir la joie, parce qu'eux-mêmes, ils se disaient qu'on n'a jamais vu ça depuis qu'on est ici. Il y a même de vieux de 50 ans qui vous disent « j'ai jamais vu l'électricité depuis que je suis ici ». Donc, vous pouvez imaginer ça. Donc, les projets déployés, et comme Manjili Boissérie, on l'a fait en Batakela.
Donc ça, c'est à cause du partenariat qu'on a avec la SNEL, qui nous permet de pouvoir aller trouver là où il y a les gaps sur les réseaux et faire l'extension de la ligne. Le soutirage. Voilà. Bien, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Nous parlons de l'évolution du programme d'électrification rurale d'Anser. Roger Marcel, bonjour. Bonjour monsieur Jody et bonjour à nos invités et bonjour à tous les amis fidèles de la radio. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Roger Marcel? Monsieur Jody, vous savez, dans notre pays, on a déjà eu plusieurs projets, en commençant quand même avec ces régimes. On a eu le projet 100 jours, on a eu Tilé-Gelou, on a eu 145 territoires. Il y a eu plusieurs projets qu'on arrive même à avoir quand même des bons résultats. On se demande aujourd'hui, on a la SNEL, parce que j'ai suivi quand même les explications de nos invités. Et nous ne sont pas passés à la SNEL. Dernièrement, ici, j'avais posé la question aux invités qui étaient là dans votre studio pour les projets qui est comment construire une chute 4 au niveau du Kassai central. Il m'avait dit non, il pouvait quand même se donner beaucoup pour quand même que les Kassai central puissent avoir quand même du courant. Mais aujourd'hui, il y a encore un autre projet pour que nous, on doit aller, maintenant, c'est pour les communautés rurales. Maintenant, quelle est votre question, Roger Marcel? Ouais. Je dois vous même, par rapport que, si on regarde quand même dans nos villes, pour le moment, si vous parcourez quand même dans les 6 provinces, vous allez voir qu'on n'a pas, toutes les provinces ne sont pas encore servies par la SNEL. Mais il y a quand même des projets qui arrivent. Et je me demande, quel est le rôle vraiment de la SNEL? Et puis quand ces projets-là arrivent, à un certain moment, vous allez voir quand même sur terrain, il n'y a pas quand même des résultats. Et je me demande quand même avec notre État congolais, ils font des choses par sentiment, ils sont bon, on n'a pas les responsables, malheureusement, on n'a pas les responsables de la SNEL ici, pour des personnes qui peuvent répondre pour le compte de la SNEL. Merci d'avoir appelé, monsieur le DGA, ingénieur Damien. Vous avez une réaction par rapport à ce qu'il vient de dire? Oui, je vais réagir parce que, c'est comme a dit le DT, on comprend très bien la réaction de nos frères, parce que ça c'est vrai, quand même, vous imaginez une entité qui n'a pas d'électricité depuis 1960, et c'est le cas sur l'ensemble du territoire. Je voudrais parler de 1%, nous qui passons beaucoup de temps dans les zones rurales, nous savons estimer les conséquences du manque d'électricité. C'est inhumain. Ça freine le développement. Ça freine le développement. L'électricité, c'est un intrant, c'est un préalable, c'est même pas une entité qui doit faire partie d'un programme, mais tout programme est conditionné par ça. C'est un préalable. Sans l'électricité, on peut oublier tout ce qui peut exister comme programme de développement. Alors, pour apaiser notre ami qui a évoqué précisément la question de la chute Katende par rapport à l'expression du Kassai central, mais je voudrais, peut-être que ça va le choquer, mais Katende, ça fait aussi, moi, depuis que je suis né, j'ai la cinquantaine révolue, mais depuis que j'existe, j'entends parler de Katende, il n'y a rien sur le terrain. Ah ouais. Et Katende, il faut reconnaître qu'il y a eu il y avait une pesanteur politique très importante qui a fait qu'à ce jour, Katende, il n'y a rien. Alors, si on veut avoir les tout premiers kilowattheures de Katende, selon le dossier complet à notre disposition d'ailleurs, il faut attendre 8 ans. C'est dans 8 ans, si tout est bon... 8 ans encore. Il faut attendre 8 ans pour que Katende donne son premier kilowattheure dans le cas où toutes les paperasses sur le plan administratif sont OK. Et donc 8 ans, c'est beaucoup, monsieur 8 ans, c'est énorme, mais techniquement, c'est ça. Katende doit produire 64 mégawatts. Et dans le chronogramme réel, le chronogramme technique, montre qu'il faut plus ou moins 8 ans pour ça. Et c'est pour cela qu'au niveau du Kassai central, nous avons prôné le développement de la centrale de Mbombo. Les chutes Mbombo, qui se situent à 12 km de la ville de Kananga. Donc, à ce jour, nous avons un protocole d'accord avec, évidemment, le BCECO, mais dans ce protocole d'accord, nous nous occupons de la coordination technique du projet Mbombo. Et le projet Mbombo va ramener 12 mégawatts, plus ou moins, dans la première phase, parce que le potentiel est au-delà de 20 mégawatts. Dans la première phase, 12 mégawatts qui suffisent, en tout cas, à desservir les périphéries de Kananga et la ville de Kananga. Et aujourd'hui, les études se poursuivent, parce que il y a aussi cette culture d'études que les gens ne comprennent pas dans notre pays. Beaucoup d'échecs enregistrés dans nos projets, c'est parce qu'il y a eu déficit d'études ou les études mal faites. Alors nous sommes engagés dans des choses sérieuses, il y a des études qui se font. Et quand on parle des centrales hydroélectriques, il y a l'aspect topographique, hydrologique, l'aspect géotechnique, ainsi de suite. C'est des études sérieuses qui se font. Et Mbombo, pour 12 mégas sur Kananga, est déjà dans le process. Voilà, merci. D'accord. Bon. Un instant, on va accueillir 2 autres auditeurs. Il y a Charles de Lumbashi et Galimard de Kananga. Charles, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes, et bonjour aussi aux invités. Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Charles? En tout cas, on n'arrive pas à comprendre ce paradoxe. Lancer est venu pour élever les défis. Mais à bout de quelques mois, tout simplement, aujourd'hui, ils sont en train de dire le manque de financement et consorts. À ce niveau, on peut comprendre que c'est comme des militaires qui sont partis à la guerre, sans munitions, sans balles. En tout cas, on n'arrive pas à comprendre. Et pour terminer, est-ce que l'ANSER comme la SNEL ne pense pas aussi à ressusciter les barrages hydroélectriques que nous avons dans notre pays? En tout cas, quand nous arrivons à les citer en cours de géographie, on arrive même à se fatiguer. Nous avons, par exemple, des Lufira, des Tianamwanda, chez moi à Manono, en tout cas, mais jusque-là, avec des guerres d'agression, tous ces endroits-là ne fonctionnent pas. Est-ce que l'ANSER n'a pas aussi ces prérogatives-là de pouvoir quand même ressusciter les barrages hydroélectriques de notre pays au lieu de permettre quant à ce qui concerne le financement? C'est ce que nous allons voulu savoir de leur part. Bien, merci beaucoup. Gallimard, vous êtes à Kananga, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Daniel Dodinkachama. Vous allez... Oui, quelle est votre question, Gallimard? Oui, c'est-à-dire, je voudrais demander d'abord à notre invité. Il vient de nous dire qu'ils ont totalisé déjà, ils ont commencé le travail depuis 2021. Depuis 2021, ils ont créé combien de stations? Il peut nous expliquer dans quelle province où ils ont travaillé et ces provinces-là, il y a du courant. Et deuxième question que je voulais demander à notre invité du jour est que les comptes de Kananga qui viennent de nous citer, à Kananga, il y a des projets qui datent de longtemps, il y a des projets Mbombola qu'on cite et il y a des projets de Chitekatende qui disent jusqu'à aujourd'hui que même le président de la République avait parlé de ça. Vraiment, c'est par quelle mesure qu'eux aussi peut réussir à ce projet qui a été promis aux populations du Kasaï central pendant beaucoup d'années. Alors, M. Doris, ce que je veux dire encore, c'est quoi? Notre invité, il peut nous confirmer tout juste réellement, on sait c'est réellement si ce projet, avec les 51 projets, il a dit on a déjà débuté 51 projets. C'est un projet précisément comme moi je suis à Kananga, je ne vois pas nulle part là où on a planté des centrales solaires. Alors je ne sais pas ce que nous pouvons faire pour améliorer notre vie à Kananga. Nous avons daté de longtemps, il n'y a pas de courant, il n'y a pas quoi, et il y a toujours des projets qui peuvent venir comme ça, mais ces projets-là doivent disparaître dans peu de jours, et vous ne savez pas qui avait financé ces projets. C'est ça que l'invité peut nous dire, qui a financé ces projets? C'est le gouvernement congolais qui a financé ces projets, ou c'est vraiment ce sont des entrepreneurs qui sont venus aussi au Congo pour chercher comment améliorer le vie des Congolais à Kananga. Merci beaucoup Gallimard depuis Kananga. Comment évolue le programme d'électrification rurale d'Anser? Monsieur Onokoko, directeur technique d'Anser, à vous la parole. Merci beaucoup. Je voulais juste apporter une précision. Parce que quand on parle de la planification qu'Anser a élaborée, cette planification, je dirais, c'est une planification qui intègre plusieurs données. La planification de l'ANSER qui a découlé sur 145 plans locaux d'électrification ne tiennent pas compte seulement des données qui viennent de l'ANSER simplement, non. On a des données qui viennent de la SNEL, on a des données qui viennent de l'USEM, on a des données qui venaient du secrétariat général. C'est une planification, je dirais, nationale. Parce que les territoires qui occupent l'ANSER aujourd'hui, c'est 80% du territoire national. Qui fait que la planification que nous avons élaborée, c'est presque la planification nationale. Donc quand on dit qu'ANSER est venu encore, c'est notre mission qu'on nous a donnée. Donc on a élaboré cette planification pour permettre d'avoir une vision globale du pays. Et quand on va augmenter les taux d'accès, on améliore au taux d'accès existant. Donc on ne vient pas créer quelque chose de nouveau. Donc on a essayé de mettre les choses en place, une bonne stratégie. Et on nous a dit
ici, pourquoi vous ne réhabilitez pas les centrales? En fait, l'on sait, dans la planification, il y a les constructions des centrales hydro, il y a les constructions des centrales solaires, il y a la réhabilitation des centrales existantes, parce que quand on réhabilite ceux qui sont complètement HS, hors service, mais avec une idée d'augmenter la capacité qui existait avant. C'est-à-dire qu'on a fait cette planification pour pouvoir avancer. On a, avec la SNEL, un partenariat sur la réhabilitation des Karawa. C'est-à-dire qu'on a 250 kW actuels, mais on veut passer à 500 même plus. Donc, on a aussi une centrale à l'Infou qu'on doit réhabiliter. C'est dans notre planification. On a la centrale de Kimbao qui est à l'arrêt. On va faire la réhabilitation et réhabiliter même les réseaux électriques qui existent. Donc, on a les données aussi des centrales, que ce soit dans les Katanga, c'est dans tous les territoires, on a les données qui existent dans notre planification. Donc, nous sommes en train d'aller juste, comme on le disait tout à l'heure, c'est un processus d'électrification. Nous y allons progressivement, mais on sait que pour avancer vite, pour nous, on active plus la réhabilitation des centrales, on active plus la réalisation de construction des centrales photovoltaïques, parce que on les réalise en 4 mois, on a déjà les résultats, et on réalise plus d'études de faisabilité et avec les études d'impact environnemental et social, parce que c'est hyper important, pour pouvoir réaliser des centrales hydroélectriques. Et par exemple, dans les grands Bandundu, vous avez la centrale Ipamu, dont le DG a parlé tout à l'heure. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? La centrale photovoltaïque d'Ipamu, c'était vraiment notre projet pilote. Parce que pour pouvoir passer à grande échelle, il fallait que nous puissions nous-mêmes palper la réalité du solaire, parce que le solaire, il faut dire que c'était récusé. Moi qui vous parle ici, j'étais moi-même en train de dire non, je dois étudier d'abord le solaire avant de pouvoir donner la solution à la communauté. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après on vienne vous dire qu'est-ce que vous avez installé comme centrale. Donc on a fait une étude, c'était comme pour nous un prototype. Et on a eu des recommandations techniques à pouvoir améliorer. Et là, on est passé à échelle. C'est qu'on a installé maintenant. Que ce soit à Kamaï, ça c'est pour dire à notre frère de Kananga. Il peut passer aujourd'hui à l'aéroport de Kananga. Il va trouver une centrale photovoltaïque qui fonctionne. Et cette centrale même, c'est cette centrale qui va alimenter l'aéroport de Kananga. Donc il peut aller là-bas, il va voir que cette centrale est opérationnelle. C'est d'ailleurs une capacité de 200 kW crête, mais on doit aller à 1 MW crête. Ça, c'est sur le même site de l'aéroport. Mais pour connecter les ménages, vous avez d'abord besoin des opérateurs qui vont faire ce travail-là, qui viendront faire ce travail-là. Nous, dans les projets, on avait déjà prévu de connecter le premier ménage pilote pour que l'exploitant qui arrive, il a déjà ses premiers clients. Pour lui, c'est déjà un business qui commence. C'est vrai qu'il va venir faire les études de marché, préparer son business plan pour soumettre la demande de concession auprès de l'ARE, mais on lui donne déjà de quoi commencer son business. Donc on a Kamaï à l'aéroport de Kananga, on a des centrales à Lubefu aujourd'hui. S'il arrive à Lubefu, ceux qui sont à Lubefu aujourd'hui, ils vont voir qu'il y a une centrale à Lubefu, il y a une centrale à Tchumbe. À Wembonyama, vous avez parlé de Wembonyama, c'est presque fini déjà. Okay. Mais à Tchumbe et Lubefu, c'est en cours. On a une centrale à Mweka. On a une centrale aujourd'hui à Bongandanga qui est en train d'être exécutée. Et une autre à Bassankoussou. Au total, une cinquantaine de Oui, donc c'est-à-dire qu'on ne parle pas en vain, on parle du réel. Et c'est-à-dire ceux qui sont dans ces zones, ils peuvent aller vérifier et nous appeler maintenant pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Monsieur le DG. Oui, merci beaucoup. Donc, je complète ce que dit le DC. Nous encourageons nos amis à aller sur les sites. Au besoin, ils nous font un message, un mail pour demander des précisions sur la localisation de ces sites. Il faut qu'ils aillent voir ça parce que c'est aussi très important l'appropriation des projets par les concernés eux-mêmes. Nous avons toute une direction des projets qui, en amont déjà, organise non seulement des enquêtes socio-économiques, mais aussi toute une campagne de sensibilisation à la population par rapport aux centrales qu'on construit pour qu'ils puissent en approprier et qu'il n'y ait pas des risques de vandalisme. Nous encourageons vivement nos amis qui nous appellent
à aller visiter ces sites-là. Celui de Kananga, qu'il aille à l'aéroport, c'est grand, c'est visible. Donc il ne peut pas louper ça, c'est visible. Et qui s'occupe de la sécurité de ces, c'est l'entreprise. de ces sites? Pour le moment, c'est l'entreprise elle-même qui construit, qui est là, qui organise la sécurité. Okay. Et lorsque maintenant nous passons à l'autre étape, la sécurité devrait être négociée différemment. Je reviens à la question de M. Charles de Lubumbashi qui a dit une bonne expression en disant on est un peu comme des militaires en guerre sans munitions. C'est une belle expression oui. Qui peut être à la fois vraie ou fausse. Mais d'emblée, non. Tout à l'heure, nous avons dit sur le budget de 84 millions de dollars pour les 50 projets opérationnels actuellement, qui sont nos chantiers, nous avions reçu 28% de ce budget, c'est-à-dire plus ou moins 23 millions de dollars, et nous disons que c'est une planification, c'est-à-dire que ça va progressivement. Nous sommes l'État, et lorsque l'État contracte avec des sociétés privées, on ne paye pas 100%, c'est-à-dire qu'il y a 30% sur base d'un certain nombre de conditions, et puis progressivement sur base des résultats de l'évolution des travaux, les autres paiements se font. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui nous sommes partis sans munitions. Nous sommes partis avec des munitions. Mais maintenant, dans chaque projet, il y a toujours un moment d'évaluation. On doit s'arrêter, évaluer. Et l'évaluation n'est pas seulement technique, pour voir est-ce qu'on avance sur le plan technique, mais aussi financière. Parce que s'il faut commencer à payer les deuxième tranches ou troisième tranches à différentes entreprises, il y a cette dimension financière. C'est par rapport à ce niveau-là que nous faisons notre plaidoyer pour dire qu'effectivement, il y a urgence par rapport à la contrainte financière. Et pour revenir à la question encore de notre frère Gallimard de Kananga, qui posait la question depuis 2028, qu'est-ce qu'on a fait? Le DT a répondu à cette question, et sa question était aussi en disant mais comment est-ce que nous pouvons réveiller les projets comme Katende et tout ça? Mais j'ai expliqué, Katende c'est dans la planification, mais comme je disais, c'est dans 8 ans qu'on aura les premiers kilowattheures. Stratégiquement, pour Kananga, pour la plus grande centrale, nous avons opté sur Mbombo et c'est en cours. Il y a des études qui sont en cours et nous sommes très déterminés à donner ça. Et pour terminer, il posait la question de savoir qui a financé. On lui a dit qui a financé. C'est l'État, à ce jour, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Voilà. Vous n'avez pas de partenaires jusque-là? Non. Donc jusque-là, non. Il y a eu beaucoup de promesses de la Banque mondiale et de la BAD, mais nous poursuivons les démarches. Mais en même temps aussi, nous avons toute une division, direction de partenariat pour la mobilisation des investissements privés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sociétés étrangères qui sont intéressées à ce nouveau marché et nous avons toute une démarche pour les capter. Je donne l'information importante sur le fonds Mwinda. Le fonds Mwinda. Oui, on a parlé, on a entendu parler du fonds Mwinda. Voilà, le fonds Mwinda, mais c'est aussi non seulement un levier financier, mais c'est un fonds de subside pour encourager les sociétés privées à venir dans les zones rurales. Vous savez, les privés, c'est des businessmen. Ils vont là où il y a de l'intérêt. Si c'est des zones minières, ils sont sûrs que ça va tourner. Mais si vous les envoyez à Lodja, à Bongandanga, ils doivent réfléchir 5 fois. Oui. Alors, c'est ainsi que nous, on les encourage en disant, allez-y, on vous cède les centrales ou bien venez construire. Mais si, par exemple, pour rentabiliser vos systèmes, le prix du kilowattheure serait 50 centimes et que la population ne peut payer que 20 centimes, nous, avec le fonds Mwinda, nous vous payons les 30 centimes. Et dans tous les pays du monde où il y a eu le développement de l'électrification dans un processus, c'est subventionné. Même les pays européens, il y a la subvention. La subvention. Voilà. Donc nous donnons le gap à la société pour l'encourager à rester. Oui. Ça lui permet de rentabiliser son système. Ça permet à la population de garder sa capacité de payer. Et nous, ça nous permet d'atteindre le plus possible des ménages électrifiés. D'accord. On va accueillir l'ingénieur Idriss Yakoudié. Il est expert en management électrique depuis Kinshasa. Ingénieur Idriss, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bien, nous parlons de l'électrification rurale avec le programme ANSER. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Ou quel est votre, en tant qu'expert, quel est votre avis par rapport à ce programme du gouvernement? Merci beaucoup pour la parole. Je commence par saluer monsieur le DGA et le DT de l'ANSER. Et je pense que nous ne pouvons pas oublier ou sous-estimer les efforts que cette entreprise est en train de fournir pour une entreprise qui existe, qui est opérationnelle il y a de cela 3 ans, dans un secteur qui a beaucoup de problèmes ou un secteur qui est presque par terre. Je pense que l'ANSER, en un jour, a fourni beaucoup d'efforts. Ils ont quand même posé des jalons. Et il y a quelques projets qui sont déjà opérationnels. Je suis témoin oculaire, par exemple, du projet d'Engie Brasserie. Et qu'aujourd'hui, il y a déjà des indicateurs sur le plan économique. On a vu la population
mettre en place de petites unités, des activités génératives de revenus. Et donc pour dire que ces efforts sont très significatifs et sont encourageables également. Mais par contre, je voudrais faire un rapprochement entre ce qu'Anser fait avec le PL 145 territoires. Et déjà, ces programmes des 145 territoires, nous l'avions dit l'autre fois, a beaucoup de soucis en termes de planification. Ingénieur Idriss, il nous reste plus que 2 minutes, alors en 30 secondes, qu'est-ce qu'on retient rapidement? Oui, ce qu'on peut retenir, ma petite suggestion à Anser, c'est de mettre beaucoup plus l'accent sur des projets qui boostent l'économie rurale. Et donc, ce n'est pas évident de mettre l'accent sur l'éclairage public ou pour des centrales de moins de 500 kW. Je pense que ça ne va pas vraiment développer l'économie rurale. D'accord. Il serait souhaitable de se concentrer sur des projets qui vont au-delà de 500 kW, de sorte que la petite industrie locale puisse connaître quand même ces développements. D'accord, merci beaucoup. Même si ça prendra 8 ans, mais ça pourra beaucoup. nous aider à aller de l'avant. Merci, ingénieur Idriss Koudi. Monsieur Onokoko, rapidement. Merci, monsieur Idriss. Je crois que c'est l'approche de l'Anser. On est vraiment sur le développement des sites d'activités économiques électrifiées. Donc pour nous, c'est l'usage productif qui est plus mis en accent que la lumière. Parce qu'on ne peut pas électrifier que pour la lumière. Oui. C'est vrai que le taux d'accès à l'électricité, on l'évalue par le ménage électrifié. Mais pour nous, pour rentabiliser les projets, c'est vraiment sur les aspects usage productif. D'accord. Donc, merci beaucoup. Alors, on va terminer avec M. Twambi Langana, directeur général d'Anser. Qu'est-ce qu'on retient pour boucler la boucle? Oui, on va boucler la boucle en insistant évidemment sur le fait que la stratégie d'électrification telle que conçue au niveau de l'Anser, c'est pas que l'électricité en elle-même. Nous disons chez nous que si l'électricité que nous desservons n'a pas un impact socio-économique sur les zones concernées, c'est du vent. Donc, dans les stratégies, dans notre plan, dans les plans locaux d'électrification, les deux vont ensemble. Ça veut dire le développement des projets d'usage productif, les ménages et puis l'électricité. Mais nous lançons, c'est un plaidoyer sérieux que nous faisons, que ce soit au niveau de l'État ou des partenaires privés, pour montrer, je reviens sur les indicateurs que j'ai présentés à l'introduction, la comparaison avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous devons aller très loin avec l'État congolais dans le financement. Merci. Bien. Ingénieur Damien Twambi Langana, directeur général adjoint d'Anser, et monsieur Papi Onokoko, directeur technique de l'Agence nationale de l'électrification rurale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. À la prochaine.